Et si la fin d'une guerre n'était en fait qu'une illusion? On va explorer un monde où, officiellement, la paix est revenue. Mais en réalité, des événements qui semblent n'avoir aucun lien entre eux, que ce soit dans les glaces du Nord ou les villages du Sud, tout ça laisse penser qu'un mal ancien est loin d'être vaincu. On dirait bien que les braises d'un conflit qu'on croyait éteint sont sur le point de se rallumer. Voilà, c'est ça le cœur du problème. Officiellement, tout va bien. Le grand ennemi, Morgoth, a été vaincu. Mais ses serviteurs les plus fidèles, eux, n'ont pas disparu. Certains se terrent, ils attendent leur heure, tout simplement. C'est pour ça que pour une poignée de gens, la fin de la guerre, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début d'autre chose. Une chasse qui ne peut, qui ne doit pas s'arrêter. Et cette chasse, elle est d'abord incarnée par une seule elfe, une guerrière qui nous emmène tout là-haut, dans le grand nord glacial, poussée par une quête de vengeance très très personnelle. Alors pourquoi un tel acharnement? Eh bien tout part d'une perte tragique. Le frère de Galadriel, Finrod, a été tué en pourchassant Sauron. C'est là qu'elle a fait le serment de finir ce qu'il avait commencé. Cette traque l'a menée pendant des siècles aux quatre coins du monde, jusque dans le froid polaire de Fordois. Et là-bas, bingo, elle a trouvé la preuve qu'elle cherchait, une vieille forteresse avec le sceau de l'ennemi. Le problème, sa propre troupe, à bout de force, n'y croit plus et la force à faire demi-tour. Et ce retour à la capitale, Lindon, met en lumière un vrai conflit de vision. D'un côté, on a le haut roi Gil-galad, qui décrète que la guerre est finie, point final. Pour récompenser Galadriel et ses soldats, il leur offre le cadeau suprême, un aller simple pour Valinor, la terre des immortels, la paix éternelle. Mais pour Galadriel, cette paix est un mensonge. Elle sait que l'ennemi n'est pas mort, il est juste caché. Et cette certitude va la pousser à commettre un acte de défi absolument incroyable. Alors que le bateau approche des côtes sacrées de Valinor, elle refuse. Elle refuse cette paix qu'elle juge factice. Et elle se jette par-dessus bord, seule, au milieu de l'océan, bien décidée à nager jusqu'en terre du milieu pour continuer sa mission. C'est un choix radical qui montre bien à quel point elle est déterminée. Au moment même où Galadriel flotte au milieu de l'océan persuadée que le mal rôde encore, une ombre, bien réelle celle-ci, commence à s'étendre dans une toute autre région, les terres du Sud. Là, la menace est plus discrète, plus insidieuse, et elle est sur le point de faire surface. Pour bien comprendre ce qui se trame là-bas, il faut un peu de contexte. Depuis la fin de la Grande Guerre, les elfes surveillent les hommes des terres du Sud. Pourquoi? Parce que les ancêtres de ces hommes se sont battus aux côtés de Morgoth. Du coup, il y a une sorte de paix, oui, mais elle est construite sur une méfiance qui dure depuis des générations. C'est dans cette ambiance tendue que l'elfe Arondir se rapproche de Bronwyn, une guérisseuse humaine. Enquêtant sur des événements bizarres, il tombe sur un village voisin entièrement détruit. Et en parallèle, le fils de Bronwyn, Théo, trouve un objet plutôt sinistre, une épée brisée qui porte le même symbole que celui trouvé par Galadriel à des milliers de kilomètres de là. On arrive à la troisième pièce du puzzle, et c'est sans doute la plus étrange de toutes. Ça ne concerne ni les elfes, ni les hommes, mais un peuple qui vit caché, et un événement qui vient littéralement du ciel et qui ne ressemble à rien de connu. Il s'agit des Pièvelus. En gros, c'est un peuple de nomades, très discrets, de petite taille, qui vivent leur vie en marge du reste du monde. La discrétion, c'est leur maître mot. Mais leur curiosité va bientôt les mettre au cœur d'un événement incroyable. Figurez-vous qu'en pleine nuit, un météore déchire le ciel et s'écrase pas très loin de leur camp. Un fracas énorme. Mais ce qui est tombé des étoiles, ce n'est pas un simple caillou. La question qui se pose, ce n'est pas tellement ce qui est tombé, mais plutôt qui. En bravant tous les interdits de leur clan, deux jeunes Pièvelus, Nori et Poppy, s'approchent du cratère. Et au milieu de la fumée, ce n'est pas une roche qu'elle trouve, mais un homme. Un géant, complètement perdu, comme s'il avait été littéralement arraché au ciel pour atterrir juste devant elle. Ok, récapitulons. On a une guerrière elfe qui traque une ombre, un mâle qui ronge le sud, et un inconnu tombé des étoiles. 3 histoires, 3 endroits différents. Est-ce que ce sont des événements séparés, ou est-ce que les fils d'une même intrigue commencent à se rejoindre? D'un côté, on a la certitude de Galadriel, confirmée par une preuve bien réelle, la marque de l'ennemi dans le nord. Le signe qu'il n'est jamais vraiment parti. De l'autre, à des centaines de kilomètres au sud, ce même symbole qui réapparaît, cette fois sur une arme maléfique, au moment où des villages entiers disparaissent. Et pour lier le tout, ou peut-être pour tout compliquer, il y a cet événement cosmique. Un présage, un allié potentiel, ou une autre forme de menace. La nature de cet homme tombé du ciel, c'est pour l'instant un mystère complet. Au final, la grande question qui reste, c'est est-ce qu'on assiste à une simple série de coïncidences malheureuses ou est-ce qu'on est en train de voir les toutes premières étapes d'un plan bien plus grand, bien plus sinistre? Une chose paraît certaine, après une longue période de calme, l'ombre est de retour.